Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juillet et ce mois-ci j'ai lu 12 livres et j'en ai DNF 1, donc je vais vous parler aussi. J'ai pris ma corbeille où j'ai tous les livres que j'ai lus. Comme d'hab, il ne va pas y avoir d'ordre parce que je les ai absolument pas classés. Donc je prends le premier qui me vient et c'est Inoubliable de Fabien Toulmé, publié aux éditions Dupuis. C'est un livre, je suis même pas sûre que je l'avais demandé en service presse et d'habitude j'ai pas tendance à lire les envois que je ne demande pas en fait de la part des maisons d'édition, mais celui-ci avait l'air hyper intéressant puisque en fait c'est 6 histoires vraies, 6 témoignages inoubliables, donc des gens qui racontent le moment le plus marquant de leur vie, et du coup ça va aborder plein de sujets très intéressants. On a les sectes, on a la religion, on a la guerre, on a la prison, donc plein de thématiques hyper importantes. J'ai beaucoup aimé le style de dessin et c'est souvent des histoires très touchantes et en même temps c'est un format très court, donc je recommande complètement ce petit recueil d'histoires, de témoignages sous le format de BD. Ça m'a aussi permis d'apprendre pas mal de choses sur certains événements historiques. Après, vous connaissez ma fâcheuse manie à acheter les livres en plusieurs fois parce que j'ai une mémoire extrêmement nulle, on va dire. En rentrant de Corse, je suis passée au relais de l'aéroport, parce que quand je pars en vacances, je suis obligée d'acheter un livre. Et je me suis dit, waouh, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de lire One Piece, je vais acheter les 2 premiers tomes. Du coup, j'achète les 2 premiers tomes. Quand je rentre, qu'est-ce que je vois dans ma bibliothèque? Les 2 premiers tomes. Je les avais déjà achetés. Donc du coup, bref, je les ai filés à ma petite sœur et j'avais déjà lu le tome 1, j'ai relu le tome 1, visiblement je ne m'en souvenais pas. Donc j'ai relu le tome 1 de One Piece, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 5 étoiles, j'ai regardé la note que j'avais mis sur Goodreads, j'avais déjà mis 5 étoiles. Donc voilà, je l'aime autant que la première fois que je l'ai lu, visiblement, même si je ne m'en rappelais pas. Et du coup, je vais enchaîner avec le tome 2 ce mois-ci. Je sais que je me lance dans une saga d'une longueur sans nom, je le sais. Ça me dérange pas, je me dis que c'est le genre de truc que j'aime bien à la limite collectionner et essayer d'avancer au fur et à mesure dans l'histoire. Mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'humour, je connaissais l'intrigue parce que j'en avais déjà forcément entendu parler, mais j'aime beaucoup les expressions, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup le personnage principal, donc de Luffy. Le seul truc c'est que bon, alors ça date, ça a été écrit il y a longtemps et ça se sent de toute façon dans les mangas japonais malheureusement assez souvent. Dans les mangas mainstream, on a un côté assez sexiste et c'est le cas un petit peu dans celui-ci. Alors certes il y a des femmes pirates, mais les femmes pirates, elles veulent qu'on leur dise qu'elles sont jolies, sinon elles vous tabassent. Voilà. Et il y a une scène aussi où il dit à celle qui gère, enfin la Thénardier, du coup la Thénardier, je ne sais plus, où il lui dit oui, mais un homme, ça n'agit pas comme ça, mais toi tu peux pas comprendre, t'es une femme. Et elle dit effectivement, moi je ne peux pas comprendre, parce que je suis une femme. Et je suis là, ok. Ça se trouve que c'est écrit par un homme. Mais bref, j'aime quand même bien, je continuerai la saga, mais je trouve que c'est nécessaire de le pointer du doigt. Ensuite, on va passer au livre que j'ai DNF ce mois-ci, donc que je n'ai pas terminé, et je me suis arrêtée à la moitié du livre. Et c'est un livre que je pensais vraiment adorer, Immortal Longings de Chloé Gong, qui, pour parler un petit peu du synopsis, en gros, on y suit Kala, qui est l'une des princesses du royaume, et il y a 5 ans, elle a assassiné toute sa famille, et elle s'est enfuie, et depuis, le roi de l'autre, enfin en gros, le royaume était scindé en deux, donc il y avait elle, son royaume avec ses parents, et l'autre royaume, et ils travaillaient de pair, et donc elle a assassiné toute sa famille, elle s'est enfuie, et depuis, c'est l'autre roi qui dirige tout le royaume, et il a fait croire qu'elle était morte. Et tous les ans est organisée une sorte de Hunger Games où le dernier vainqueur des jeux, les jeux sont sur la base du volontariat, et le gagnant de ces jeux-là, qui sont des jeux jusqu'à la mort, eh bien gagne un prix, une richesse incommensurable entre guillemets. Et donc Kala va décider d'y participer parce qu'elle se dit que comme le prix est remis en main propre, c'est son seul moyen pour avoir sa vengeance sur le roi. On ne sait pas pourquoi elle veut sa vengeance, parce que nous, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a tué sa famille. Et on y suit un autre personnage qui s'appelle Anton Makusa, parce qu'il y a aussi un autre truc dans ce... C'est vraiment pas très clair mon résumé, mais c'est vraiment pas très clair dans le livre non plus. Ils ont un pouvoir qui s'appelle jumping, donc en gros, ils peuvent, certaines personnes qui ont ce gène-là, rentrer dans le corps de quelqu'un. Donc déjà, ça, il y avait une problématique qui aurait peut-être été intéressante de développer sur... Peut-être c'est un petit peu chelou de rentrer dans le corps des gens sans leur consentement et tout. Enfin, il y a tout un truc. Je sais pas, les sujets sont relativement juste effleurés en surface, mais ils peuvent rentrer dans le corps des gens, virer leur conscience, entre guillemets, ou alors communiquer à deux dans le même corps, bref. Et ça leur permet, en gros, de changer de corps en permanence et de jamais être reconnaissable. Kala, l'héroïne, elle refuse de sauter. Elle en a la capacité, mais elle a jamais sauté. Alors que Anton, lui, il a été exilé du palais. C'était un des meilleurs amis du prince. Il a été exilé et son corps reste au palais. Donc du coup, depuis, il fait que sauter de corps en corps. Et lui aussi va décider de participer au jeu pour prendre aussi sa revanche. Et ce livre-ci, pour tout vous dire, en fait, il y a vraiment un problème avec le world building qui est pour moi inexistant. Et pour autant, on a l'impression qu'il prend
10 000 pages. C'est-à-dire qu'elle va faire des phrases à rallonge pour te répéter 3 fois la même chose et qu'au final, ce soit toujours pas clair, que ce soit toujours pas imaginable et que ça ne fasse pas sens. C'est pareil pour le système politique. Ça veut donner l'impression qu'il y a un système politique qui est hyper intéressant, hyper riche, et au final, non. On comprend rien à ce qui se passe, on comprend rien à ce qui s'est passé, on a du mal à comprendre la psychologie des personnages parce que c'est censé être des personnages moraux et grey, mais je suis désolée, quand tu tues un enfant en te disant non mais c'est pour la bonne cause au final, c'est pas moraux et grey ça. C'est très noir même, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de la romance, je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les personnages. Enfin bref, moi qui avais adoré Des Violent Delights, j'étais vraiment extrêmement surprise de aussi peu accrocher. Et je voulais continuer, j'ai essayé de me forcer pendant 4 jours à le continuer. J'ai fini par aller voir un petit peu sur Goodreads les avis et j'ai vu qu'il y avait une ribambelle d'avis 1 étoile qui disait exactement la même chose que moi. Donc je pense que... et qui disait que ça ne s'améliorerait pas vraiment d'ici à la fin. Donc j'ai décidé d'abandonner, de ne pas me forcer et de me dire que malheureusement celui-ci c'est pas pour moi. Et je pense que quand on décide de faire des retellings d'histoires aussi complexes entre guillemets que des tragédies shakespeariennes, parce que là c'est un retelling du mythe de l'histoire de Anthony et Cléopâtre de Shakespeare, et il faut faire un travail de recherche énorme et être à la hauteur de l'histoire qu'on réécrit entre guillemets. Et en sortant des livres aussi fréquemment que le fait Chloé Gong, je pense que malheureusement elle a pas le temps en fait d'écrire un livre qui sera aussi qualitatif que si elle y passait vraiment 1 an, 2 ans. Et je pense que ça mériterait qu'elle sorte un petit peu moins de livres, mais de fournir un travail qui sera du coup beaucoup plus complexe et intéressant. Mais voilà, grosse déception pour moi. Après, de la part des éditions Nathan, j'avais reçu Comme une famille de Rachel Coren-Blitt, j'y arrive pas, qui est un livre qui va suivre sur plusieurs générations et sur plusieurs années les différents membres de la famille D'Angelo, et ça va permettre de toucher à plein de sujets importants, le racisme, l'immigration, la politique, l'avortement, le droit à l'avortement, bref, il y a plein de thématiques très intéressantes qui sont abordées. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, donc ça se passe en gros de 1986 à 2026. Et du coup, on voit aussi bien, au début, les premiers personnages qu'on rencontre sont enfants, et d'ici à 2026, ce sont eux les adultes qui ont eu des enfants, et on suit leurs enfants, et du coup on les voit tous évoluer, et on se rappelle de comment est-ce qu'ils étaient quand on a lu leur point de vue en tout début en 1986, et j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de personnages qui sont assez nuancés, où au début on a juste le point de vue par exemple des frères et des sœurs sur ce personnage-là, et ensuite quand on a son point de vue, on arrive mieux à comprendre un petit peu sa perspective et sa personnalité, et du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a certains passages que j'ai pu trouver un petit peu longs, ou des personnages avec lesquels j'ai moins accroché, mais dans l'ensemble j'aime beaucoup le concept, et j'ai passé un très bon moment. Et puis voilà, je trouve que les thématiques abordées valent le coup, donc très bonne lecture. Après, de la part des éditions Nathan, toujours, j'ai reçu Une nuit de mon enfance de Gaël Aymon, qui est une sorte de thriller. Et alors celui-ci, je n'ai pas du tout accroché, mais alors vraiment pas du tout. Ça l'a pas fait pour moi, je n'ai pas accroché vraiment je n'ai rien ressenti pour les personnages. J'ai trouvé que l'histoire était extrêmement prévisible, je n'ai pas du tout aimé la plume, vraiment, et vraiment les personnages ont passé leur temps à m'énerver. Et du coup, j'ai passé du début à la fin. Ma lecture a passé les yeux au ciel et a pas du tout accroché. Je pense pas que ce soit un livre qui n'est pas bien, mais je pense que c'est pas du tout un livre qui m'est destiné. C'est pas le genre de thriller que j'aime, et je pense que c'est un livre qui est destiné aux gens qui ne lisent pas de thriller et qui veulent lire un thriller jeunesse un petit peu. Mais non, pour moi ça a été une grosse déception. Je pense que la plume de cet auteur n'est tout simplement pas faite pour moi. On enchaîne avec une autre déception. Honnêtement, j'ai eu pas mal de déceptions. Je pense que c'est le mois où j'ai eu le plus de mauvaise lecture entre grosses guillemets, ou en tout cas de livres que je m'attendais à apprécier et au final que je n'ai pas tant aimé que ça, puisque j'ai aussi lu The 7 Years Sleep, oui c'est ça, à chaque fois je dis split au lieu de sleep, mais donc c'est bien Sleep, de Ashley Poston, qui est donc l'autrice d'une romance que j'avais adorée il y a 1 ou 2 mois. Et j'avais qu'une hâte, c'était de lire celui-ci. Vraiment, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. J'adorais le concept, puisque, pour vous donner un petit peu le résumé, on y suit 2 personnes. Donc notre personnage principal s'appelle Clémentine, et il y a 6 mois, elle a perdu la personne la plus importante de sa vie, et elle se retrouve à emménager dans l'appartement de cette personne. Sauf qu'elle va vite se rendre compte que cet appartement, il est un petit peu magique, puisque un jour, il y a un monsieur qui rentre dans son appartement, et elle va se rendre compte que ce monsieur-là vit 7 ans dans le passé. Donc elle, quand elle sort de l'appartement, elle est dans son présent. Et ce monsieur-là, quand il sort de l'appartement, il est 7 ans dans son passé à elle, par exemple. Et donc ils vont se retrouver à cohabiter, mais en ayant cette différence dans la temporalité. Et je trouvais le concept trop bien, parce qu'on sait que la romance va éclore petit à petit. Et du coup, on s'attache et on se dit, ouais, il y a moyen de faire quelque chose qui est
extrêmement bien ficelé, puisque ça avait été le cas dans The Dead Romantics. Et dans celui-ci, j'ai adoré la relation entre les personnages, ça j'ai rien eu à dire. Les passages où ils sont tous les deux dans l'appartement, j'ai trouvé ça top. Par contre, tout le reste, j'ai trouvé que c'était bâclé, que c'était pas logique, qu'elle avait créé quelque chose visiblement de trop complexe pour savoir bien le gérer en dehors de l'appartement, entre guillemets, en termes de temporalité. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Tout est allé aussi beaucoup trop vite. Sur le laps de temps sur lequel ça se passe, j'ai trouvé ça beaucoup trop rapide. Vraiment, je veux dire, il y avait des moments qu'ils avaient entre deux qui étaient hyper intimes et que pour moi, tu n'as pas en un si peu de laps de temps, peu importe si t'as un coup de cœur ou pas. Il y a des petits moments, des petites actions et tout que j'ai trouvé du coup pas du tout naturel en fait à ce stade-là du livre et ça m'a fait complètement sortir de ma lecture alors que pour autant j'adorais leur relation, j'adorais leur dynamique, leurs échanges, ce qu'ils s'apportaient l'un à l'autre, la manière dont leur personnalité fonctionnait ensemble mais du coup ça m'a laissé avec un avis mitigé et on est sur un 3 sur 5 alors que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un 5 sur 5 donc globalement assez déçue de celui-ci. Si vous devez découvrir Ashley Poston, foncez plutôt vers The Dead Romantics. On change complètement de registre avec Charlotte de David Fuenquinos que j'ai lu sur les recommandations de Laura Lee qui m'a d'ailleurs prêté son exemplaire. Et celui-ci, c'est un roman qui va raconter la vie de Charlotte Salomon, qui est une artiste peintre qui est morte à l'âge de 26 ans alors qu'elle était enceinte dans un camp de concentration. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant « C'est toute ma vie ». Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête, celle d'un écrivain hanté par une artiste et qui part à sa recherche. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'ai trouvé l'histoire de Charlotte absolument passionnante et extrêmement triste puisqu'on le sait dès le résumé que son destin va être tragique. Pour autant, je sais que je n'ai pas autant été transcendée par la plume qu'ont pu l'être certaines personnes qui ont lu l'ouvrage. Par contre, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est narré, puisque c'est un roman en vers libre, donc ça se lit aussi très très vite. Et on sent vraiment la fascination qu'a effectivement l'auteur pour l'histoire de Charlotte et sa vie et son talent, entre guillemets. Pour autant, j'ai trouvé que parfois, ça me passait un petit peu au-dessus. En tout cas, les réflexions sur... Quand l'auteur parlait de sa relation avec Charlotte, c'était pas forcément les moments qui m'intéressaient plus. Moi, j'étais intéressée par tous les aspects de sa vie. Mais voilà, globalement, j'ai beaucoup aimé et je lirai d'autres livres de cet auteur. Mais j'ai pas autant eu un coup de cœur que certaines personnes de mon entourage. En termes de manga, j'ai aussi lu Toilet Bound Hanako-kun de Eida Hiro. Oui, je crois que c'est ça. Je sais pas si je le prononce bien. Et ça, c'est un manga qui m'a été offert par Mathilde pendant notre petit week-end ensemble. Et le résumé nous dit « Toquez 3 fois à la porte des toilettes du 3e étage et l'esprit de Hanako vous exaucera. » Une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au 3e étage du plus ancien bâtiment, qu'il exaucerait les vœux de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, se remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Et j'ai beaucoup aimé, j'adore tout le côté, l'alliance entre justement Néné et l'esprit de Hanako, toute la mythologie autour et toute l'histoire qui remonte aussi beaucoup plus dans le temps que ce qu'on pense. J'ai adoré, l'humour était vraiment très très cool, toutes les petites créatures et le pouvoir des rumeurs aussi. J'ai beaucoup aimé dans ce livre-ci. Encore une fois, je dois le préciser, plein de petites réflexions sexistes, par exemple la préoccupation principale de Néné, c'est d'avoir des gros nénés, justement. Mais voilà, c'est un manga qui se lit très bien, qui est rigolo et qui se lit sans prise de tête, je trouve, mais qui a un world building qui est intéressant. En horreur, ce mois-ci, j'ai lu The Only One Left de Riley Sager, que j'ai vraiment vraiment trop aimé. Je pense qu'il se classe parmi mes livres préférés de cet auteur. J'ai aussi lu Home Before Dark, que j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci nous donne l'histoire de la famille Hope. En fait, tout le monde pense que Lenora Hope est une meurtrière de masse et qu'elle a assassiné toute sa famille il y a des années, puisque c'était la dernière survivante de ce massacre dans cette nuit tragique. Depuis, elle est muette, paralysée et confinée à une chaise roulante. Lenora n'a donc jamais pu raconter son côté de l'histoire, jusqu'à ce que sa nouvelle caregiver, donc c'est pas une infirmière, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, les aides-soignants, je crois, à domicile, lui amène une machine à écrire. Et donc, avec un seul doigt, Lenora commence à taper « Je veux tout te raconter ».
et j'ai trop aimé. C'est un livre où on va de retournement de situation en retournement de situation. On ne peut pas savoir. On a deux narrateurs qui s'entremêlent entre guillemets, puisque on a Lénora qui raconte son histoire à son aide-soignante, et l'aide-soignante qui raconte aussi son histoire parce qu'il lui est arrivé des choses aussi. Et on a très vite l'impression qu'aucune des deux n'est vraiment fiable et que les deux pourraient nous berner de A à Z. Et ça, j'ai adoré parce que du coup, on est gardé en haleine en permanence et on a envie de les croire, mais on sait jamais si elles disent la vérité ou pas. Et du coup, j'ai vraiment adoré. En termes de fantasy, j'ai lu ce mois-ci Sing Me to Sleep de Gaby Burton, qui était le livre dans la Fairyloot du mois de juin, il me semble. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la première fois que je lisais un livre de cet auteur. Et vraiment, ça a été une super découverte, je dirais la suite. C'était pas transcendant, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, c'était pas la meilleure fantasy que j'ai lue. Mais j'ai trouvé par exemple qu'il y avait un côté très réaliste sur les sirènes. C'est un livre où on va pas du tout édulcorer le côté très violent de ces créatures, puisque dans cet ouvrage, l'héroïne est une sirène et elle parle à plusieurs reprises du fait qu'elle adore tuer et que du coup elle se restreint parce qu'elle sait qu'elle ne devrait pas. Mais il y a vraiment ce truc de on garde l'aspect originel plutôt de l'histoire des sirènes et on va pas chercher à l'édulcorer. Et pour vous donner le résumé, donc on y suit l'histoire de Sorcha qui fait tout depuis son plus jeune âge pour protéger sa sœur, parce que elle, donc c'est une sirène et sa sœur aussi est en danger et donc elle fait tout pour la protéger, elle est prête à sacrifier sa vie pour pouvoir protéger sa petite sœur, et elle sait que les sirènes sont chassées dans le royaume, c'est-à-dire que si on la trouve, on la tuera ou on l'exilera. Et donc Sorcha se déguise en faé au quotidien et essaye de rejoindre l'ordre des soldats du royaume qui travaillent donc pour les faés. Sauf que, effectivement, elle va réussir le concours d'entrée, elle va même être la meilleure et donc on va lui proposer de rejoindre la garde du roi. Du prince plutôt. Et au même moment, elle commence à recevoir des lettres anonymes de quelqu'un qui lui dit qu'elle connaît son secret et celui de sa sœur, et que pour cela, elle doit révéler aux personnes qui la font chanter des informations sur le palais et sur l'histoire du palais. Elle décide d'accepter le job et de travailler aux côtés du prince. Sauf que, elle va rapidement se rendre compte que le prince n'est pas aussi machiavélique qu'il n'y paraît, et ils vont même peut-être pouvoir former une alliance et peut-être plus. Et elle va se retrouver un petit peu tiraillée entre son envie de détruire complètement le royaume pour permettre à sa sœur de vivre dans un royaume qui l'acceptera beaucoup plus et où elle sera moins en danger, et sa relation naissante avec le prince où elle se dit peut-être qu'il y a du potentiel aussi pour lui de faire changer le royaume. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, on a un enemies to lovers entre guillemets avec des créatures mystiques incroyables, un bon world building et des bons plot twists. Pour autant, il y a forcément quelques trucs que je reprocherais. Parfois, ça manquait de fluidité, c'était un peu long. L'héroïne, parfois, répète beaucoup de fois la même chose, c'était un peu redondant. Mais je trouve qu'il y a énormément de potentiel et je pense que je lirai le tome 2 avec plaisir. J'ai aussi lu un autre thriller un petit peu horrifique ce mois-ci. C'était Hidden Pictures. Bon, là, j'ai pas la couverture. De Jason Rekulak, qui était vraiment pas mal. Dans celui-ci, on y suit une jeune femme qui est une ancienne addicte. Voilà, elle avait fait même une overdose. Et elle fait partie d'un truc de réhabilitation qui lui permet de venir faire du babysitting dans une famille. Et donc voilà, elle se retrouve à aller vivre chez cette famille pour pouvoir s'occuper du petit garçon au quotidien. Sauf que rapidement, quand elle le garde, elle va se rendre compte que le petit garçon commence à dessiner des choses un petit peu creepy. Et au début, c'est des dessins d'enfants. Et puis petit à petit, ça devient des dessins extrêmement bien dessinés. Et il lui dit que c'est son ami imaginaire qui lui dit quoi dessiner. Sauf que rapidement, elle se rend compte qu'elle le voit lui dessiner et qu'il parle toute seule. Et qu'il commence à dessiner comme s'il avait fait les beaux-arts. Et là, elle se dit... est-ce que la maison serait pas un petit peu hantée ? Voilà. Et donc on va y suivre l'histoire à partir de là, où elle va essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a été assassiné dans le petit cottage dans lequel elle réside, et donc elle se dit est-ce que c'est lié, machin, elle va commencer à mener l'enquête, sauf que bien évidemment, les gens se disent on peut pas trop lui faire confiance parce que ancienne addict quoi. Pour finir avec les livres papier, j'ai lu un autre thriller, et alors celui-ci, si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok, vous avez vu mon avis, c'est un 1 étoile, c'était mon premier Olivier Norek et probablement mon dernier, puisqu'il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement choquante dans ce livre-ci. Donc je vous mettrai le TikTok où je mets la scène, en fait je vous ai pris des photos de la scène pour que vous puissiez vraiment lire ce qui se passe et vous faire votre propre avis sur le contenu de ce chapitre-ci. Mais donc celui-ci c'est j'ai même pas envie de vous faire de résumé, mais c'est écrit ici personne ne veut de cette capitaine de police, là-bas personne ne veut de son enquête. Et jusqu'aux 3/4 du livre j'appréciais beaucoup, j'aimais bien le personnage principal, je trouvais que c'était
une psychologie très intéressante puisque le personnage principal se fait tirer une balle de fusil en plein visage au tout début du livre et donc elle est défigurée. Et pour éviter de traumatiser son équipe, eh bien on décide de l'envoyer à la campagne. Voilà, parce que ça pourrait faire peur à son équipe de voir son visage défiguré. C'est horrible, hein. On est d'accord, c'est complètement horrible de la traiter de cette manière. Son mec la quitte. Il lui dit non, mais en gros, moi j'ai. Enfin, même pas, il lui dit pas. Il se barre et il revient 3 semaines plus tard. Mais ça, on va en reparler très très vite. Donc elle se retrouve à partir dans la campagne pour dire si le commissariat de cette petite ville de campagne doit rester ouvert ou pas, est-ce que c'est nécessaire vu qu'il n'y a jamais de crime. Sauf que rapidement elle va se rendre compte qu'il y a des crimes qui ont été irrésolus et peut-être qu'elle va réussir à résoudre cette vieille enquête. Mais au milieu de tout ça, c'est pas ça qui m'a dérangée parce que l'enquête elle est pas si mal. Ce qui m'a dérangée, chapitre 39 de ce livre-ci, et j'ai vu si peu de personnes en parler. Alors, dans mon TikTok, on m'a dit, mais si, il y a des gens qui en ont parlé, et machin. Moi, j'ai pas vu parce que je suis pas assez sur le TikTok du thriller pour avoir vu des gens critiquer cette scène, et j'ai pas vu d'avis négatifs sur Goodreads ou Babelio. J'ai cherché, j'en ai pas vu. En tout cas, pas qui mentionne cette scène-ci. Mais donc, pour vous recontextualiser, dans la scène à la fin du chapitre 39, que je la retrouve, on a... On a notre héroïne qui vit maintenant dans ce petit village pour le moment. Elle y vit pendant 1 mois pour essayer de résoudre cette enquête et de dire si le commissariat doit fermer. Eh bien, il y a son ex, qui l'a abandonnée quand elle s'est fait défigurer, qui revient et qui lui dit « Pardon, je suis désolée, je t'aime, je veux qu'on se remette ensemble. » Qu'est-ce qu'elle décide de faire, notre héroïne? Elle décide de le violer. Voilà. C'est-à-dire que le mec est assis sur le canapé, il regarde un petit peu son... Enfin, il ose pas trop faire un eye contact avec son visage défiguré. Je ne cautionne pas les actes de ce monsieur, c'est complètement répréhensible. Elle a raison de lui dire, vas-y, tu es une merde. Je suis d'accord. Pour autant, est-ce qu'elle mérite ce qu'elle va lui faire? Je ne pense pas. Donc le mec est assis sur le canapé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à califourchon sur lui, elle commence à frotter son visage avec ses cicatrices sur lui, l'embrasser à grande bouche, et ensuite, c'est écrit, je vous le cite, elle lui enlève son pantalon, le força presque à rentrer en elle. Adriel semblait perdue, dépassée, mal à l'aise. Je te hais, qu'elle dit, et après c'est écrit non, elle ne l'avait pas baisé, elle l'avait humilié, et à la fin c'est écrit dans le salon, Adriel, à moitié défroqué, n'avait toujours pas bougé d'1 centimètre. Alors moi, dans mon vocabulaire à moi, quand le mec a l'air dépassé, perdu, mal à l'aise, qu'il ne réagit pas et qu'il est comme ça à la fin, généralement c'est qu'il n'était pas consentant en fait. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit sur TikTok, oui mais en fait peut-être que l'auteur dénonce. Ah non, à aucun moment c'est dénoncé, c'est-à-dire que à aucun moment cette scène-là elle va être parlée en mal, c'est-à-dire que pour l'héroïne, c'est un moment cathartique où elle se libère de son ancienne relation et c'est en mode vas-y tu m'as maltraité, du coup je te fais ça, je te hais et me revois jamais. Mais madame, vous avez tous les droits de le haïr, mais ça c'est illégal, c'est horrible, c'est un viol, et j'ai l'impression que parce que c'est une femme qui fait ça sur un homme, ça ne choque pas grand monde. Vraiment, j'ai vu tellement peu d'avis en parler, ça me tend. Et encore une fois, si ça avait été critiqué plus tard dans le roman où on avait dit voilà ce que fait l'héroïne, c'est extrêmement condamnable, voilà, il fallait pas faire ça, j'en sais rien. Non, on n'en reparle plus jamais de cette scène, et vraiment, après, elle va mieux, hein, elle est en mode oh, c'est bon, je me suis émancipée de ma relation, tout va bien. Voilà, donc Olivier Norek, non merci, en plus je suis désolée mais ça se voit que c'est une héroïne féminine écrite par un homme, ça on le voit à 8000, et alors en plus ce genre de scène, je suis désolée mais ça moi je n'y arrive pas. Et enfin le dernier, c'est un livre que j'ai lu en format numérique et c'est le tome 2 de Broken Blade, donc Shadow Crown. C'est une saga que j'avais commencé quand je cherchais une série un petit peu dans la vibe de ACOTAR, Throne of Glass et tout. J'avais bien aimé le tome 1, vraiment ça avait été une très bonne lecture, mais pas plus transcendant que ça, c'est-à-dire que plus tard j'y repensais pas énormément. Pour autant, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2. Je trouve que l'aspect psychologique des personnages et la romance étaient beaucoup plus intéressants dans ce tome 2. Toute l'intrigue politique aussi était vraiment pas mal. Le world building, il y a des choses qui vont assez vite et il y a une petite partie triangle amoureux, tu sais pas trop d'où ça sort, qui m'a vraiment pas plu pour le coup. Mais globalement, j'ai encore plus apprécié le tome 2 que le tome 1 et je sais que je dirai la suite avec grand plaisir parce que là, le world building devient vraiment hyper intéressant. Et pour vous donner les résumés, alors il faut que je me rappelle du résumé du tome 1 parce que je suis plus très sûre et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en gros, dans cette société-là, il y a les fae, il y a les mortels et il y a les elfes, je crois. Et en gros, les halflings, c'est ceux qui sont des métis, donc humains et fae ou humains et elfes, je sais plus, peut-être je vous dis une connerie, mais je sais que c'est des métis, en tout cas c'est mi-humain, mi-créature mythologique. Et le roi les considère comme des moins que rien, et donc il les force, entre guillemets, à devenir des soldats. Et notre personnage principal, elle, c'est The Blade, donc ils ont tous des statuts assez différents dans la hiérarchie. The Blade, c'est donc l'assassine. Donc elle travaille pour lui et elle tue des gens, et elle tue notamment des gens de sa propre espèce.
espèce, jusqu'au jour où on va l'envoyer pour chasser The Shadow. The Shadow fait partie de la résistance et il aide à libérer les halflings. Et petit à petit, peut-être qu'elle va essayer de tout faire pour pouvoir changer de camp, parce qu'on sait dès le début que ça lui plaît pas de faire ce qu'elle fait. Dès le début, elle le sait, mais elle n'a pas le choix. Malheureusement, elle a été complètement endoctrinée là-dessus. Et donc, on va la voir un petit peu, peut-être essayer de changer de camp au fur et à mesure du livre. Et voilà, c'est un livre que je recommande si vous aimez la fantasy. Et donc voilà qui conclut mon bilan lecture du mois. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre pire ou votre meilleure lecture du mois. Et à rebondir peut-être sur certains livres que j'ai lus si vous les avez lus aussi. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.